Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Dani Caligula. Salut. Connu pour son émission Doxa ou le Face Caméra. Dani est un vidéaste qui réalise des vidéos sur YouTube, mais des vidéos particulières. Ce n'est pas des vidéos gaming ou comme on voit beaucoup sur YouTube, c'est des vidéos plus culturelles, notamment via ta web chronique du coup Doxa, qui est liée à contrer les préjugés, les lieux communs, un peu voilà la Doxa justement. Avec un peu plus de 100 000 abonnés, 2 800 000 vues à peu près sur tes vidéos, sur une trentaine de vidéos. On peut dire que tu parles à beaucoup de monde et c'est là où aujourd'hui on va essayer de comprendre un peu plus le but de tes vidéos et comment tu te définis au travers de ton activité. Donc voilà, ma première question serait de savoir comment tu considères ton travail, on va dire tes vidéos, et quel est leur but ? Comment je considère mes vidéos? À la base, j'avais un souci de vulgarisation, d'apporter déjà sur Internet quelque chose qui ne se voyait pas trop, des vidéos culturelles comme tu l'as dit. Alors aujourd'hui, 3 ans après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéastes qui font des vidéos culturelles et c'est cool que cette partie de YouTube-là ait complètement émergé. Et puis c'était aussi un vrai désir de transmettre ce qui est quand même ma passion à la base, la philosophie. Et progressivement, c'est quand même devenu, je dirais, un peu plus militant, un peu plus vers l'éducation populaire, avec une envie voilà, à la fois de déconstruire les préjugés, mais aussi d'apporter vraiment quelque chose de concret aux gens, des solutions, des idées qui pourraient changer leur vie, parce que je trouve que les idées quand même peut-être ne changent pas tout, mais transfigurent un peu la vie, transfigurent la vision qu'on peut avoir du réel. C'est quelque chose moi, qui m'a beaucoup apporté personnellement et donc j'avais toujours eu l'envie de le partager avec les autres. Donc tu as l'air de te considérer comme un éducateur populaire. Est-ce que tu penses que n'importe qui peut sur Internet, via des plateformes comme YouTube, Dailymotion ou tout autre, s'improviser ou devenir un éducateur populaire, même sans être un professionnel de sujets politiques, économiques? C'est précisément le but pour moi d'Internet, ça, de permettre à n'importe qui de s'exprimer. Alors devenir un spécialiste, je ne sais pas, il faudrait déjà l'être, mais je ne pense pas qu'on ait besoin de programmes, de distinctions officielles, d'avoir fait des études. La plupart d'ailleurs des gens sur YouTube sont des autodidactes. Il y en a qui sont évidemment diplômés d'université ou autre, mais la plupart sont des autodidactes et moi j'aime beaucoup ça. Souvent les gens disent du coup quelle est votre légitimité? Et justement on n'en a pas, on n'en a aucune. La légitimité sur Internet elle est à prendre, elle est à construire. Il faut quand même faire preuve je pense d'une certaine qualité, d'un certain recul sur ce qu'on est en train de faire, de proposer des sources, de proposer des choses concrètes pour que les gens ne se disent pas ok, il me raconte quelque chose mais c'est peut-être complètement bidon. Et ça moi je suis très attaché à cette idée-là parce qu'en fait elle réinterroge complètement aussi la position qu'on peut avoir, la position de piédestal qu'a justement le savoir habituel, le savoir universitaire, le savoir encyclopédique. Et on se rend compte en fait de plus en plus que ces savoirs-là ne sont pas forcément aussi parfaits, ne sont pas forcément absolus, et qu'il faut aussi interroger leur légitimité. Et je trouve ça sain. Il y a souvent quelque chose qui revient quand on parle de Wikipédia, par exemple. J'ai entendu une fois quelqu'un dire, et ça m'avait fait vraiment tiquer, qui avait dit « Ah, mais Wikipédia, moi j'aime pas parce que on peut être sûr de rien, parce que n'importe qui peut écrire dessus. Et voilà, du coup, moi ça me stresse d'utiliser Wikipédia parce qu'avant, quand j'utilisais une encyclopédie, j'étais sûr. » Et moi ça j'aime bien, justement, j'ai envie de dire mais mec c'est génial, remercie Wikipédia, parce qu'avant tu allais lire un truc en bloc et le prendre pour la vérité vraie, ou absorber ce qu'allait dire la télévision ou le professeur, et là maintenant tu es dans cette démarche, qui normalement est une démarche de savoir critique, qu'on essaye un petit peu d'enseigner à l'université, d'aller chercher les sources, d'aller croiser, d'aller vérifier. Ça c'est quelque chose qui est sur Internet et que je trouve fantastique. Et du coup n'importe qui, je sais pas, dans la cuisine, le jeu vidéo, la mode, la politique, n'importe qui commence à se construire un petit avis avec un esprit critique et qui a envie d'apporter quelque chose de concret et de sourcer un travail quand même un petit peu rigoureux, je pense qu'il a tout à fait sa place, il a tout à fait le droit de s'exprimer et il le faut, surtout quand on est quelqu'un qui n'est pas forcément bien représenté dans les médias traditionnels. Je pense pas aux femmes par exemple, aux personnes racisées. Là je pense que c'est très très important d'aller sur Internet et de faire entendre sa voix. Et justement sur Internet, donc tu n'es pas seul à faire cette éducation populaire. On peut retrouver beaucoup d'autres youtubeurs avec qui notamment tu as pu faire un partenariat sur la plateforme Hashtag On Vaut Mieux Que Ça, dont tu es à l'initiative avec une vingtaine d'autres youtubeurs. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du but de ce hashtag qui a été, il faut le rappeler, créé du coup suite à la loi El Khomri pour faire entendre la voix des salariés?
Justement, en fait, l'idée, c'est que ça fait un petit moment qu'on est plusieurs à faire plus que des vidéos culturelles, je dirais des vidéos avec un vrai fond politique. Parce qu'il y a des vidéos culturelles, on peut parler de cinéma et de choses comme ça, mais qui ne sont pas forcément politisées, il n'y a pas besoin. Mais nous, ça fait un petit moment, Usul, Ozon Causé, le fil d'actu, Istoni, Naya, Claire, ça fait un petit moment quand même qu'on a ce truc commun et qu'on a des idées semblables, en tout cas au moins complémentaires. Et donc ça fait un petit moment qu'on discute entre nous, qu'on s'est repérés et qu'on disait tiens, ça serait intéressant de faire quelque chose. Et là en fait quand il y a eu la loi El Khomri, on s'est dit donc là il faut clairement qu'on fasse quelque chose. Et très vite, au lieu de partir simplement sur l'idée de faire une vidéo commune pour informer les gens, on s'est dit qu'on allait aller un peu plus loin et qu'on allait laisser justement les gens s'exprimer. On croit beaucoup justement au pouvoir d'agir que peut avoir Internet. Et on avait envie, nous on est des citoyens qui avons pris conscience qu'on pouvait s'exprimer sur Internet dans nos chambres avec des caméras. On a envie de partager ça et on voulait vraiment surtout mettre en valeur les témoignages des gens sur leurs conditions de travail. Et on avait envie surtout que ça nous dépasse et que les gens s'emparent du hashtag et discutent. Et maintenant notre travail à nous c'est surtout d'utiliser nos compétences techniques de graphisme, de vidéo, pour mettre en valeur ces témoignages-là. Et on est très content que ça ait pris et que plein de gens aient témoigné, même si d'un autre côté, on est aussi très ému et très triste parce que les témoignages sont très très graves. On parle quand même d'harcèlement, de dépression, de suicide. Il y a quand même des choses qui sont très dures là-dedans. Mais en tout cas, nous, on est content d'avoir réussi à donner peut-être l'étincelle, le petit prétexte pour laisser les gens s'exprimer. Et parce qu'il y a un vrai besoin, je pense, d'expression sur ce sujet-là en ce moment. Et avant, tu m'as repris, quand je parlais d'un partenariat avec d'autres youtubeurs, tu m'as repris en disant un collectif. Oui. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie un collectif ? Un collectif, je dis ça parce que c'est le terme qui est venu, c'est le terme usité en fait, donc comme ça, on n'a pas vraiment réfléchi à ça. Simplement au début on était cette troupe-là de vidéastes, puis maintenant on est rejoint par tellement de monde, il y a d'autres vidéastes qui sont plus ou moins connus, mais surtout il y a aussi des gens qui travaillent en community management, qui lisent les mails, qui répondent aux mails, des graphistes, des gens qui travaillent sur des contenus audio. Enfin maintenant c'est tellement varié, c'est vraiment un truc qui est quand même relativement ouvert. Nous on dit collectif parce que c'est le terme tout simplement qu'on a fini par utiliser, mais c'est plus un collectif d'entraide pour aider les gens à mettre leur témoignage en valeur. Je crois que c'est surtout ça qu'on est plus qu'un partenariat ou quelque chose de précis. Et pour continuer sur ce sujet de la loi El Khomri, on voit que la pétition de Caroline Dehaas a dépassé les 1 200 000 signatures. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette loi, ou ce projet de loi plutôt, puisque ça n'a même pas encore été présenté en Conseil des ministres, pourquoi il fait autant parler de lui, pourquoi il soulève autant de polémiques ? Est-ce que tu peux nous résumer très rapidement Pour plusieurs raisons. Déjà parce que moi je le trouve proprement scandaleux. C'est quand même un retour au 19e siècle. On peut trouver peut-être l'expression un peu forte, mais c'est vrai, puisque les 35 heures se font juste démolir. Et surtout, le droit du travail se fait démolir, puisque maintenant, avant, quand il y avait des négociations au sein de l'entreprise, c'était à l'avantage du salarié. On sait déjà que c'est pas respecté, ça se voit dans les hashtags, on voit mieux que ça, parce que souvent c'est des choses faites un peu au forceps. Mais là maintenant, c'est des négociations tout court. Et il y a plus ce rapport asymétrique qui est important. Le droit est là pour protéger justement les salariés, parce qu'évidemment, on sait très bien comment ça se passe une négociation dans une entreprise. Quand il y a un chef qui vient vous voir et qui vous dit tu vas bosser le dimanche, tu vas faire tel temps d'heures supplémentaire, si on dit ah bah non, il va dire d'accord, dans ce cas-là je vais te changer, il y a d'autres gens qui veulent ta place, ils vont commencer à vous pourrir la vie. Et du coup on sait très bien qu'on n'a pas la capacité de négocier. C'est pour ça que le droit du travail et le code du travail c'était important, parce que ça permettait de protéger justement les salariés de ces abus. Et on voit déjà qu'aujourd'hui c'est pas du tout le cas, puisque la plupart dans les tweets on le voit, la plupart des gens souffrent déjà d'harcèlement moral, de conditions et de négociations faites au forceps. Alors avec cette loi, ça va être encore pire, ils vont pouvoir avoir encore plus de souplesse. En plus, il y a aussi tout ce qui se passe au niveau des prud'hommes, le fait que derrière, quand il y aura des abus, il faudra s'engager dans de longues procédures pour pas grand-chose. Donc il y a toutes ces choses-là. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi un vrai ras-le-bol de ce gouvernement, puisqu'il y a quand même eu les lois Macron, le projet de loi renseignement, l'état d'urgence, le fait que ce gouvernement dit de gauche propose quand même des mesures qui sont très à droite. La preuve en est que les Républicains n'ont rien à dire sur le texte. Quand on voit un Juppé dire « Ah non, le texte, moi je le voterai comme ça, il est très bien », ça en dit long. Donc je pense qu'il y a tout ça qui fait qu'il y a un vase qui commence à déborder, et je pense que ce projet de loi a été la goutte d'eau pour beaucoup de monde. Du coup, oui, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et justement, ce vase, tu l'expliques très rapidement, il est rempli depuis le début du quinquennat de François Hollande, mais même avant.
Est-ce que tu penses qu'il est possible que les mobilisations qui sont en train de se construire, avec par exemple la grève générale du 9 mars, celle qui va arriver le 31, toutes les assemblées générales qu'on voit pousser dans toutes les villes, est-ce que tu penses qu'un nouveau mai 68 est possible et qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme revendication ? Bah là, il est trop tôt, je pense, pour encore affirmer quelque chose. Il faut voir déjà ce qui va se passer effectivement le 9 mars puis le 31. C'est quelque chose que j'espère. En tout cas, au moins, il y a quelque chose qui s'est passé et qui est sans précédent, je pense. C'est que les citoyens se sont exprimés énormément via Internet, que ça a complètement changé la donne. Je pense qu'ils n'avaient pas forcément très peur de la tribune de Martine Aubry. Je pense que ça, c'est des choses qu'ils savent un peu gérer, les politiciens. Mais là, ils sont complètement paumés par rapport justement à ces revendications sur Internet. Je crois que le compte Twitter, Loi Travail, le fiasco que ça a été le montre bien. Et moi, j'espère clairement que ça va aller vers ça. Mais c'est un début de prise de conscience, je pense, sur les conditions de travail, sur l'économie actuelle, sur quand même la violence du néolibéralisme dans nos vies. Je pense que c'est une première prise de conscience. Il en faudra d'autres. À mon avis, il va quand même falloir faire là justement un travail d'éducation populaire, un travail de terrain aussi. Il va falloir que les gens, petit à petit, se rendent compte de la merde dans laquelle ils sont pour justement avoir peut-être l'envie d'une révolte plus puissante, plus forte. Ça serait très bien que ça commence tout de suite et que ça démarre fort direct. Mais en tout cas, on est peut-être à l'avènement de quelque chose. Mais je dirais plus peut-être sur du long terme quand même. Il faut attendre je pense que les personnes se rendent compte progressivement de tout ce qui se passe. On verra déjà ce qui se passe en 2017, qui est élu. Oui. Et si la situation n'évolue pas, on sait que le chômage va normalement augmenter. Je pense que ces choses-là vont amener forcément et nécessairement à des changements de société. Alors espérons qu'après ce soit des propositions intéressantes. Moi je défends le salaire à vie ou le revenu de base, je défends la démocratie directe ou la démocratie liquide. Donc espérons qu'on aille vers des formes comme ça à long terme et qu'on puisse se débarrasser de ce type de gouvernement, de ce type de système représentatif qui, on le voit, en fait, ne soutient pas du tout les citoyens, il ne soutient pas du tout... les personnes en tout cas ne se sentent plus du tout représentées par ce genre de personnes et par ce genre de système politique. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose pour conclure tout ton avis sur cette mobilisation politique ? Il faut appeler à la mobilisation, là clairement, il faut qu'il se passe quelque chose. Je pense que les étudiants ont un gros rôle à jouer, comme ils l'ont eu en mai 68 ou avec le CPE il y a 10 ans. Donc ça serait vraiment cool que les étudiants, mais il faut aussi qu'il y ait un gros travail de terrain, que toutes les personnes, que tous les travailleurs et toutes les travailleuses viennent aussi dans les rues et manifester contre. Je pense qu'il faut là faire entendre notre voix et clairement après pas se taire si jamais le gouvernement recule un peu, en partie ou totalement. Il faudra continuer à revendiquer parce qu'ils ont quand même passé l'état d'urgence dans la Constitution. La loi renseignement, il y a quand même eu des atteintes aux droits des citoyens qui sont très 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 graves. Certains parlent de 1984, je pense qu'honnêtement on n'est pas loin de certaines formes comme ça. Donc je pense que il va falloir là se bouger, se mobiliser et puis aller plus loin, faire du travail d'éducation populaire et aussi un peu de travail de terrain. Je crois qu'il est temps. Et Internet va sûrement beaucoup aider à ça, je pense, dans les années à venir. Et comme tu le disais dans ta vidéo du 26 février, si la loi a fait déborder le vase, maintenant c'est à nous de prendre le vase et de l'exploser par terre pour créer une nouvelle société. Oui, la métaphore est un peu violente, mais je crois que clairement il va falloir le faire. Alors évidemment, si ça peut se passer de manière pacifique et pas non plus ultra violente, en mode révolution sanglante, ce serait pas mal, parce qu'on sait que c'est pas toujours la meilleure forme pour le faire. Mais je pense que là, il y a de quoi l'exploser le vase pour de bon. Ça serait quand même très intéressant de le faire. Mais ça va prendre quelques années. Je pense que de toute manière, la société évolue tellement vite aujourd'hui qu'à un moment ou l'autre, les politiques eux-mêmes seront dépassés et le peuple se rendra bien compte qu'il est temps de bouger et d'agir. Peut-être qu'on pourra enfin se débarrasser des représentants et faire entendre enfin nos propres voix. Je pense qu'on est tout à fait capable. Il faut qu'on retrouve confiance en nous, qu'on retrouve confiance justement en nos capacités politiques et en nos voix et qu'on les exprime tout simplement.